Un petit mot d'accueil. Merci à ceux qui se sont déplacés aujourd'hui. Voilà, je remercie beaucoup Odile d'avoir accepté de venir faire cette conférence, cette table ronde sur la dynamique des territoires. Je trouve que c'est très intéressant et j'espère très inspirant pour le nôtre. J'avais invité pas mal d'élus. Bref, petit point de suspension. Et donc, voilà, merci beaucoup, parce qu'en plus, là, c'est très concret. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est tout le processus dans certains territoires. Et vraiment, c'est le faire, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et le réseau, hein, je pense que c'est ça aussi. Relier les initiatives les unes aux autres. Merci beaucoup, Odile, et je te laisse présenter tes invités. Bon, je crois que, voilà. Merci beaucoup, Monique. Comme on a chacun un micro, on va pouvoir quand même parler sans masque, ce qui va être quand même un petit peu plus facile. Donc, merci à tous d'être présents pour cet après-midi, partager avec nous sur ce sujet des dynamiques collectives de transition dans les territoires. Donc, c'est effectivement une étude action du labo de l'ESS. Donc, le labo de l'ESS, c'est un think tank de l'économie sociale et solidaire qui a été créé il y a maintenant 10 ans par Claude Alfandéry. Et j'ai eu le plaisir de piloter cette étude avec Hugues Sibyl, le président du labo de l'ESS, et Claude Alfandéry, qui, du haut de ses 97 ans, est toujours un ancien président fondateur du labo, extrêmement actif. J'avais un petit film qu'on a tourné lors du dernier séminaire que je voulais vous montrer, mais on a un petit problème technique. C'est dommage parce que vous auriez vu Claude Alfandéry conclure ce petit film, toujours avec son énergie extraordinaire. Comme il était résistant, un des plus jeunes préfets dans la Drôme après au moment de la Libération, c'est quand même, ça nous donne tous un punch formidable que de travailler avec lui. Donc je lui rends quand même hommage, même si vous n'allez pas le voir à l'image. Alors dans cette table ronde, donc nous vous proposons d'aborder 2 questions. Bon, d'abord, comment les dynamiques collectives de coopération peuvent-elles conduire des transitions dans les territoires ? Et puis, on a cherché aussi à l'actualiser avec nos sujets du moment. Et donc, on va essayer aussi de débattre de la façon dont ces dynamiques de coopération peuvent développer une économie de proximité plus écologique et plus solidaire, et donc qui prend évidemment tout son sens dans cette période actuelle de crise sanitaire et qui ne fait que raviver la crise économique et sociale dans notre pays. Donc je remercie beaucoup Agnès Touvenot et Michel Dupoirieux d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Tous deux ont participé à cette étude d'action du labo de l'ESS. Donc Agnès Touvenot est première adjointe au maire de Villeurbanne. Elle est maintenant, dans cette nouvelle mandature, déléguée à la transition écologique, l'urbanisme, l'habitat et la ville durable. Rien que ça. Et moi, j'ai connu Agnès parce que dans les dynamiques qu'on a pu visiter, dont on va vous parler, on est évidemment allé regarder sur le terrain ce qu'étaient les expérimentations de territoire zéro chômeur de longue durée. Et Agnès a piloté, elle était présidente du comité local d'expérimentation et surtout, elle s'est beaucoup battue à partir de 2014 pour lancer cette expérimentation territoire zéro chômeur dans un quartier de Villeurbanne. Donc, elle va nous en parler. Michel Dupoirieux, Michel a une très 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 longue pratique de la coopération. Donc il est co-directeur du groupe coopératif Illusion et Macadam à Montpellier. Et puis il est cofondateur et co-gérant du tiers-lieu, la Altropisme de Montpellier, que sûrement vous êtes nombreux quand même à connaître. Et donc, il va nous parler notamment aussi de cette expérience des tiers-lieux. Donc, moi-même, j'interviens dans cette table ronde comme pilote de cette étude du labo de l'ESS, mais également avec ma casquette de présidente de la Palanquée, qui est un tiers-lieu que nous sommes en train de développer pour le bassin de Thau. Donc, vous voyez, j'ai pas simplement une vision un peu lointaine et on va dire théorique, mais j'ai aussi été pendant la conduite de cette étude à l'épreuve des faits, des joies et des difficultés pour créer de la coopération sur un territoire. Donc c'est évidemment beaucoup plus utile, on comprend beaucoup mieux les enjeux que de simplement les voir de manière théorique.
Alors en fait, j'avais voulu aussi chercher à inviter Dante Edme, dont j'en parle parce que c'est un sujet qui commence à monter sur le territoire. Il est le directeur de l'association de la monnaie locale Eusko du Pays Basque. Et donc c'est aussi, je vous parle de ça parce que si ça vous intéresse sur le sujet, vous pourrez trouver une monographie sur cette expérimentation. Et puis il y avait aussi Patrick Sabin qui était sollicité et qui est vice-président de la communauté de communes Cœur-Haute-Lande, avec une magnifique initiative sur les territoires à énergie positive. Donc là aussi, on peut trouver de la documentation sur cette expérience. Bon, entre la crise sanitaire et l'éloignement, tous deux n'ont pas pu finalement venir. Mais en tout cas, je renouvelle mes remerciements pour votre participation et puis des remerciements à Monique d'avoir maintenu, Monique et à toute l'équipe du Festival de Thau, d'avoir maintenu cette initiative malgré cette situation très tendue. Moi, je dois dire qu'au moment du premier confinement, on a vu beaucoup d'élan de solidarité, y compris sur notre territoire. Mais là, je commence à m'inquiéter du fait que dans cette deuxième remontée de la pandémie, on sent un repli sur soi. Et c'est vrai que le mot couvre-feu, ça fait peur. Et donc, voir qu'on est quand même rassemblé une petite trentaine de personnes ou quarantaine de personnes pour parler ensemble de ces dynamiques collectives de transition, ça fait chaud au cœur. Alors, quelques mots d'abord sur l'étude d'action avant de passer la parole à nos invités. On a conduit cette étude de septembre 2018 à février 2020. Et on était loin de penser que quelques semaines plus tard, notre économie hyper mondialisée allait connaître une crise profonde avec l'apparition de cette pandémie et que le modèle économique, qui n'est pas pour rien dans le fait que ce virus ait surgi et qu'il se soit développé et répandu à toute vitesse, commençait à être mis en cause et que de plus en plus de personnes se rendent compte qu'on va dans le mur entre la crise écologique et puis ce type de pandémie, on va clairement dans le mur. Et ça a permis de replacer le territoire et les territoires de proximité, les territoires de bassin de vie comme un enjeu majeur. Et on est quand même, malheureusement, on va dire, mais quand même heureux de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui comprennent l'enjeu de cette place du territoire. Et c'est vrai que vous voyez tout ce qu'on peut entendre sur le fait de relocaliser l'économie, de travailler sur l'autonomie alimentaire, de s'approvisionner en circuit court, de construire des circuits de solidarité grâce à des liens sociaux de proximité. Tout le monde a conscience que ça ne peut se construire durablement qu'à partir du territoire de bassin de vie. Et que c'est ça qui permet de doter un territoire d'une capacité de résilience. Alors, on parle de plus en plus de résilience, et moi j'ai été assez surprise, je dois dire, que dans la dernière intervention d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez relevé, il a effectivement évoqué sur le terme de résilience. Dans notre étude, on a beaucoup travaillé là-dessus, donc on a cherché à en donner une définition que je voudrais partager avec vous, parce que ça me paraît un point important, et je ne suis pas sûre que tout le monde mette la même chose derrière ces mots-là. Donc, face à des perturbations et des chocs de toute nature, écologiques, économiques, démographiques, démocratiques et sociales, la résilience d'un territoire et sa capacité à trouver les voies d'un nouvel équilibre et à le faire vivre de façon durable. Donc, question choc, je crois qu'on est servi. Et cet enjeu des dynamiques collectives de transition que nous avons voulu étudier avec le labo de l'ESS, c'est bien ça, c'est trouver les voies d'un nouvel équilibre et le faire vivre de manière durable. Donc c'est ça qui nous a amené à nous intéresser à différentes dynamiques de coopération sur les territoires. Mais en fait, on s'est vite aperçu qu'il en existait beaucoup en France, mais qu'elles étaient isolées les unes des autres, souvent dispersées et très souvent enfermées dans leur propre culture, en ne traitant finalement qu'un seul aspect de la transition. Donc on a territoires zéro chômeur qui, évidemment, cherchaient à traiter la question sociale de l'accès à l'emploi. On a les territoires à énergie positive qui traitent de l'indépendance énergétique. On a des tiers-lieux qui peuvent traiter à la fois d'aspects culturels ou d'aspects d'émergence entrepreneuriale.
On a les projets alimentaires territoriaux qui traitent de l'alimentation durable et d'une agriculture beaucoup plus diversifiée sur un territoire et saine en termes de santé. Mais finalement, chacune travaille dans son environnement, dans ses objectifs, et partage peu avec les autres. Alors que pour doter un territoire d'une capacité de résilience, il faut créer du lien entre toutes ces dynamiques, il faut créer de la synergie, et c'est ça qui va permettre, il faut les inciter à faire système ensemble. Et c'est ce caractère systémique qui va conférer de la durabilité à une transformation qu'on crée sur un territoire. Donc notre sujet, c'était comment faire en sorte que toutes ces multiples dynamiques qui existent en France réussissent localement à se rencontrer et à faire système ensemble. Alors on s'est dit, il faut déjà aller les rencontrer, regarder comment ils travaillent, et puis pour la première fois, réussir à les faire dialoguer ensemble. Donc on a commencé un tour de France de dynamique collective de transition, en choisissant un ou deux exemples d'une dizaine ou douzaine de typologies de dynamique. Et si on peut mettre la carte, voilà, on est allé sur le terrain étudier 17 dynamiques. Donc par exemple, le projet alimentaire territorial du Douaisis, qui est un projet qui était porté par la communauté d'agglomération du Douaisis, mais qui ensuite agrège énormément d'acteurs. Le sujet part en fait, le sujet est parti dans le Douaisis du fait que le taux d'obésité dans le Douaisis est 20% supérieur à la moyenne nationale. Donc, évidemment, le lien santé-alimentation. Et premier sujet pour l'agglo, comment on change l'alimentation dans les cantines scolaires et dans tout ce qui dépend de la communauté d'agglo. Et ensuite, on remonte toute la chaîne de valeur et on va associer tous les acteurs jusqu'à, évidemment, chercher à implanter beaucoup plus, ou pas implanter, mais faire transformer en bio beaucoup plus d'agriculteurs sur le territoire. Et pour ça, la communauté d'agglo met à disposition d'agriculteurs 2 hectares de terrain pour qu'ils viennent tester une production bio sans avoir de risques financiers en termes d'occupation de leur propre espace pour eux. Donc vous voyez, on va travailler sur toute la chaîne avec une multitude d'acteurs. On est allé voir la marque de territoire qui s'appelle In Seine-Saint-Denis et qui est portée par le département du 93 pour changer l'image du territoire, en interne et en externe. On est allé voir 2 expériences de territoire zéro chômeur en zone urbaine à Villeurbanne, mais aussi en zone rurale à Prémery. On est allé voir des éco-territoires, la Bio-Vallée dans la Drôme, ou les villages du futur dans le Morvan, qui est une expérience de revitalisation de territoires ruraux. On est allé voir des tiers-lieux. On est allé voir celui de Metz, qui s'appelle Blida, et celui de Toulouse, qui s'appelle les Imaginations Fertiles. Bien sûr, aussi étudier la monnaie locale d'Iosco, le territoire énergie positive de Cœur-Haute-Land dont je vous ai parlé, le pôle territorial de coopération économique de FIJAC, qui s'appelle FIJACTEUR. Et puis, comme vous le voyez sur ce diapo, on a cherché aussi à regarder ce qui existait comme dynamique de coopération dans l'économie que je vais appeler classique. Toutes les expériences qui sont là citées, il y en a certaines qui sont de l'économie sociale et solidaire, il y en a d'autres qui sont pas forcément institutionnellement de l'ESS, mais toutes s'inscrivent dans un objectif de transition, dans un objectif de transformation. Mais on s'est dit, il faut aussi qu'on aille voir comment fonctionnent des dynamiques de coopération d'économie classique, comme les pôles de compétitivité, et donc on est allé en voir 2 sur la mer, à Brest et à Toulon, et les clusters d'entreprises. Et donc on est allé voir des clusters d'entreprises autour du monde de l'enfant. Et avec tous ces acteurs qui créent des dynamiques de coopération, on les a ensuite réunis sous forme de séminaires, et en 3 séminaires, on a travaillé tous ensemble pour les faire partager leur expérience et dialoguer sur, finalement, ils se sont vite aperçus, beaucoup de sujets sur lesquels ils avaient des intérêts et des réflexions communes. Donc, on a partagé sur les facteurs clés de succès, les freins à lever, les difficultés, les grands enseignements à en tirer, les outils, les méthodes,
en adressant notamment 6 grandes questions. Comment construire des coopérations durables avec des acteurs très diversifiés? Premier, évidemment, objet majeur du sujet. Mais aussi, comment impliquer les habitants? On ne peut pas conduire de transition sur un territoire si on n'implique pas, on ne réussit pas à impliquer pleinement les habitants. Quel est le rôle des pouvoirs publics locaux? Comment on construit des modèles économiques pérennes? Parce que ces transformations de territoire, on sait qu'on les conduit dans la durée. Le facteur temps est absolument essentiel. Quel modèle de gouvernance? Quelle structure juridique? Comment est-ce qu'on parvient à développer une culture entrepreneuriale? Vous voyez, donc on a travaillé sur tous ces systèmes et on a pu, à partir de là, donc, sortir un document qui se veut en fait une illustration des enseignements, mais surtout un outil très opérationnel avec beaucoup d'exemples, toujours illustrés de ces 17 dynamiques visitées, avec l'objectif finalement que ce travail soit un travail d'accélération, ça soit un accélérateur de tous les acteurs qui cherchent à soit faire émerger une dynamique de coopération sur leur territoire, soit à la consolider. Alors malheureusement, donc cette étude, elle est évidemment disponible sur le site du labo de l'ESS, mais vous en avez aussi quelques exemplaires ici pour ceux que ça intéresse, puisque le festival s'en est fait livrer quelques-unes. Alors malheureusement, je ne peux pas vous projeter le petit film qui illustrait, qui a été filmé le dernier séminaire. On voyait un petit peu l'ambiance d'échange entre tous ces acteurs, mais on va évidemment s'appuyer sur le partage d'expériences que vont nous donner Agnès et Michel. Et je crois que, en conclusion sur tout ce travail, je crois que l'idée, et ça c'est vraiment ma conviction profonde, c'est qu'on voit que ces territoires de proximité, c'est en fait la bonne échelle. C'est la bonne échelle, à mon sens, moi j'en ai vraiment maintenant aujourd'hui cette conviction forte, pour réussir à construire des transformations, des transitions robustes, durables et systémiques, parce que on peut réussir à faire travailler ensemble les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les associations, les acteurs culturels, les pouvoirs publics locaux et les habitants. On a besoin de cette échelle de proximité pour réussir à faire travailler toutes ces personnes ensemble. Et c'est ce lien fort de coopération qui permet de donner ce caractère durable et systémique de la transition. Voilà l'objectif, et on en pourra en reparler en conclusion sur comment on agit finalement de cette façon-là sur notre territoire du bassin de Thau, parce que c'est aussi une des questions qui nous habitent. Alors, Agnès, donc, toi, tu as beaucoup porté, y compris à l'origine, cette expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée. C'est un sujet d'actualité, parce que, peut-être le savez-vous, l'Assemblée nationale vient de voter l'extension de cette expérimentation à 50 nouveaux territoires. Aujourd'hui, il y en a 10. Il y en a eu 10 depuis 2017, début 2017. Et le Sénat, c'était au passage au Sénat, mais le 13 octobre, le Sénat a aussi voté, avec quelques amendements, donc il va y avoir encore un aller-retour, mais a aussi voté cette proposition de loi. C'est aussi une proposition, hein, ce n'était pas un projet de loi, une proposition de loi. Bon, donc on a quand même des chances de voir cette expérimentation qui va pouvoir toucher 50 nouveaux territoires. Donc est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que territoire zéro chômeur? Est-ce que tu peux expliquer d'abord ce que c'est qu'une entreprise à but d'emploi? Merci Odile, bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Alors, Territoire zéro chômeur, c'est un projet qui est une expérimentation sociale, politique, d'action publique qui vise à supprimer le chômage de longue durée sur un territoire. C'est la mise en œuvre du droit à l'emploi qui est inscrit dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution, notamment de 1946. Alors c'est un projet qui a été pensé, imaginé par ATD Quart Monde, en partant de 3 postulats. Le premier, c'est que parmi les chômeurs de longue durée, ces personnes-là, elles ont des compétences, mais que le marché de l'emploi actuel ne parvient pas à capter, ne parvient pas à valoriser.
Et donc, on a des centaines de milliers de personnes qui restent au chômage, notamment au chômage de longue durée. Le deuxième postulat, c'est que sur nos territoires, il y a des besoins sociaux qui ne sont pas couverts. Il y a du travail, mais il n'y a pas forcément de l'emploi. Et comment est-ce qu'on transforme donc ces besoins du territoire en emploi? Et le troisième postulat, qui est le postulat qui a permis de faire basculer les gouvernements en 2000, le gouvernement Hollande, sous le président Hollande, et puis aujourd'hui sous le président Macron, on sent qu'il y a une transformation, c'est que le chômage de longue durée, ça coûte très cher. Selon une étude d'ATD Quart Monde, le chômage de longue durée, ça coûte chaque année 18 000 € par an et par personne. Comment est-ce qu'on arrive à ces 18 000 €? C'est tout le coût, bien sûr, des allocations, mais aussi tout le coût social du fait quand une personne se retrouve au chômage. C'est le coût d'allocations sociales qui sont perçues, notamment les aides au logement, mais c'est aussi les aides à la santé. Et puis, c'est tous les effets délétères, néfastes du chômage sur un territoire, sur la société. Et donc, le génie d'ATD Quart Monde, ça a été d'arriver à vraiment de modéliser ce coût du chômage de longue durée et de convaincre le gouvernement que ça ne coûterait pas plus cher de développer ces projets-là. Donc, ils ont réussi. Il y a eu une loi d'expérimentation qui a été votée à l'unanimité en février 2016 et qui a permis à 10 territoires d'être choisis après une âpre bataille et des dossiers de candidature dignes d'une candidature au JO pour être finalement choisis. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai porté la candidature de Villeurbanne en étant à ce moment-là adjointe au maire en charge notamment de l'emploi et de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire à Villeurbanne. Et donc on a apporté le projet sur un territoire, sur un quartier politique de la ville, qui s'appelle le quartier politique de la ville Saint-Jean, qui est un territoire enclavé entre une autoroute, un canal, un périphérique, un quartier de 4000 habitants dans lequel à peu près on estime qu'il y a 400 personnes qui sont privées d'emploi. Et j'utilise le terme de privé d'emploi à dessein, c'est-à-dire que c'est le droit à l'emploi. Il ne s'agissait pas simplement d'être inscrit à Pôle emploi. Sur ces 400 personnes, seulement 200 personnes sont inscrites à Pôle emploi. Toutes les autres sont ce qu'on appelle les invisibles, ou plutôt ce que nous, les pouvoirs publics, nous ne voyons pas. Donc toutes les personnes qui ont abandonné la recherche d'emploi, toutes les personnes qui sont au RSA et qui, après des dizaines et des dizaines de lettres de motivation, de CV envoyés, se retrouvent sans jamais aucun entretien et ne passent jamais le cap de l'entreprise. Et donc derrière cette expérimentation, il y a la création d'une entreprise à but d'emploi. Et donc l'entreprise à but d'emploi, elle a comme vocation à produire 2 produits. Elle a 2 produits. Son premier produit, c'est de l'emploi. Elle produit de l'emploi. Et elle embauche sans condition, sans sélection, les chômeurs de longue durée du territoire. Et son deuxième produit, c'est la création de services pour le territoire, pour répondre aux besoins sociaux du territoire. Alors l'équilibre économique est subtil, c'est-à-dire qu'on vient créer des emplois qui ne doivent pas détruire de l'emploi sur le bassin, parce qu'il n'est pas question de venir détruire de l'emploi dans les entreprises classiques. Et donc, l'entreprise à but d'emploi, elle se situe dans les interstices des besoins sociaux, de l'économie de marché et de l'économie publique. Et on vient créer des emplois sur des besoins qui sont aujourd'hui non satisfaits. Donc, on a tout un travail un peu complexe pour venir qualifier c'est quoi un besoin non couvert. Donc ça, c'est le projet de Territoire Zéro Chômeur. Donc il y a 10 territoires en France aujourd'hui, 4 qui sont dans les quartiers politiques de la ville, et puis 6 qui sont plutôt en zone rurale ou périurbaine. Et combien l'EBE émergent, qui s'appelle émergent d'ailleurs, a de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, elle en a 80. C'est-à-dire qu'en 2 ans, elle a créé 80 emplois. Là, ça fait 18 mois qu'elle est stabilisée à 80. Il va y avoir 10 emplois supplémentaires créés à la fin de l'année. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire, évidemment, vous comprenez tous comment est-ce que la création de cette EBE émergent a changé la vie des personnes qui étaient privées d'emploi. Mais est-ce que tu peux nous dire aussi comment ça a changé le quartier et comment ça a pu réussir à créer une dynamique de coopération sur ce quartier ? Alors, comment ça a changé la vie des gens ? Retrouver un emploi quand on est en situation de très grande exclusion, que ça fait des années qu'on est au chômage, ça forcément, ça change la vie.
Mais ça change la vie sur plusieurs registres. C'est d'abord sortir de la pauvreté. Passer du RSA à un SMIC, il y a forcément un effet de cliquet sur ces ressources. Mais c'est aussi les ressources psychiques que ça révèle. C'est-à-dire qu'en fait, quand on intègre un collectif de travail, on n'est plus seul chez soi, on s'inscrit dans une dynamique collective. Le deuxième registre qu'on peut identifier sur les personnes, et ça vient rejoindre la question du territoire, c'est la lutte contre les discriminations. Donc on est dans un quartier politique de la ville. Beaucoup de personnes ont vécu un parcours discriminatoire dans leur parcours d'emploi, pour de multiples raisons, pour des questions d'âge, pour des questions de santé, pour des questions d'origine ethnique, pour des questions de religion. On a beaucoup de femmes qui portent le foulard et qui, malgré des qualifications professionnelles, ne parvenaient pas à trouver un emploi dans l'économie conventionnelle. Et donc là, le fait d'offrir un emploi, de permettre l'accès à un emploi sans condition, ça change des choses, notamment chez les enfants de ces parents, puisque voilà, eux aussi ils se disent que peut-être qu'un jour ils auront un avenir peut-être un peu plus radieux que la galère que leurs parents ont vécue. Et donc ça, on voit, et notamment on a des témoignages de la part des enseignants du quartier qui nous disent on commence à observer des choses. Et puis, c'est une approche beaucoup plus globale de la question des compétences. On est plutôt sur une notion de capacité, de capabilities, mais plutôt que simplement des compétences professionnelles qui sont reconnues. Après, ce que ça génère sur le territoire, je vous le disais, avec les parents, les enfants, on voit qu'il commence à se créer quelque chose, mais je vais dire... On a une preuve de modestie, quoi. Ça commence. On ne peut pas du tout dire, ça fait juste 4 ans que ça a 3 ans d'effectifs que l'entreprise tourne. Mais quand on est dans une pauvreté depuis très longtemps, ça ne change pas du jour au lendemain. Donc voilà, on est dans une dynamique de coopération, mais c'est pas encore gagné. Hein. C'est pas, voilà. Et pour ce que ça change pour le territoire, ce qu'on observe, c'est que ça change beaucoup de choses du côté de l'action publique. Donc moi, je suis élue, hein, donc en fait, on vient produire le projet avec les habitants et avec les entreprises du quartier, puisque l'entreprise qu'on a créée, Émergent, elle a comme actionnariat les entreprises du territoire, mais aussi des acteurs, des individus, et en fait, on a créé une entreprise du territoire. Et donc pour les pouvoirs publics, en fait, ça nécessite un peu de se déporter et de ne pas être tout seul à la manœuvre et de ne pas décider tout seul. C'est parfois un peu compliqué, notamment pour l'administration, qui a du mal, quand notamment les services de l'État nous disent non, mais c'est nous qui allons décider. Et on dit non, c'est pas vous qui allez décider tout seul, c'est collectivement on va décider. Donc collectivement, on rentre dans un processus de décision collective. Donc ça change. Et ce qui change aussi, c'est qu'on essaye de faire la preuve qu'il y a un autre modèle économique qui est possible. Et que ce modèle économique, ce n'est pas simplement que de l'action publique, ce n'est pas que simplement de l'action privée, c'est un tiers modèle qui existe depuis très longtemps via l'économie sociale et solidaire. Mais là, on a un espèce de modèle qui implique notamment les habitants. Et donc, dans la gouvernance du projet, on a des habitants, des entreprises, des pouvoirs publics, des élus. Et ça change aussi une dynamique de territoire. Merci. Merci. Bien sûr, vous aurez l'occasion de poser des questions complémentaires. On va garder un temps de questions parce que merci beaucoup Agnès ce témoignage, mais je crois que ça évoque encore plein de nouveaux sujets. Alors Michel, on est sur ton territoire, dans un territoire complètement différent. Donc là, Altropisme, 4000 m², 20 salariés, 200 membres, c'est ça, 200 membres de la communauté créative qui sont présents de manière quotidienne dans cet espace de travail. 4000 m², vous imaginez, on en aurait bien rêvé autant pour la Palanquée. Hein. Nous on est déjà assez contents avec 800, mais bon, vous imaginez ce que ça représente. Et puis surtout, l'Altropisme, même si ça ne fait que finalement 18 mois, c'est de très, très, très nombreux événements grâce auxquels vous avez, je crois, vraiment réussi à créer une dynamique. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi, alors que vous étiez un groupe coopératif, Illusion et Macadam, avec déjà beaucoup d'activités et très reconnu, pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure de créer l'Altropisme ? Ok, bonjour à toutes et à tous. Puis bravo, parce que nous, quand on est arrivé sur cette, là tout à l'heure, on s'est demandé quelle direction on allait prendre. Est-ce qu'on allait s'enfermer pendant 2 heures dans une salle ou si on allait sur la plage? Donc, vous avez eu le courage d'être là et c'est très bien. Oui, alors, pourquoi l'altropisme? Je pense qu'à peu près la moitié de la salle sait ce que
que représente l'altropisme et l'autre moitié qui ne le sait pas. Donc j'ai quand même rapidement présenté. Donc l'altropisme fait partie de ce mouvement qui a émergé maintenant il y a quelques années en France, mais préalablement surtout dans les pays anglo-saxons. Et au départ, c'était un phénomène de réhabitation de friches industrielles et essentiellement porté par des artistes qui s'appropriaient entre guillemets des lieux pour les faire revivre à moindre coût. Et petit à petit, c'est venu sur le terrain de l'entrepreneuriat et la dimension économique. Voilà. En France, ça fait le premier tiers-lieu qu'on qualifie comme tiers-lieu est un tiers-lieu d'essence publique, c'est la friche Belle de Mai à Marseille qui date des années 90, mais qui était vraiment, qui a été créée par la Caisse des dépôts, portée par la Caisse des dépôts à l'origine, et par, je ne sais plus son nom, un artiste de l'époque, un metteur en scène, qui avait une vocation essentiellement culturelle et qui est petit à petit a pris une dimension socio-culturelle et entrepreneuriale. Alors le tiers-lieu, il n'y a pas de définition. Le tiers-lieu, c'est ce qu'en font les initiateurs du tiers-lieu. C'est pour ça qu'on en a dans tous les domaines. Et clairement aujourd'hui, c'est même un terme qui devient un peu galvaudé, et même on parle un peu de bulle des tiers-lieux, c'est-à-dire qu'ils s'en créent pratiquement toutes les semaines. Et bon, on se dit qu'il va y avoir quand même à un moment donné cette forme de sélection naturelle qui va se mettre en place, parce que les modèles économiques des tiers-lieux sont extrêmement compliqués. J'y reviendrai parce que ça me paraît important, notamment par rapport aux dynamiques territoriales. Un tiers-lieu, donc le nôtre, c'est en effet la réhabilitation d'une friche, non pas industrielle mais militaire. On a cherché un vieux bâtiment industriel sur Montpellier, on n'en a pas trouvé. Par contre, sur Sète, il y a quand même des potentiels beaucoup plus importants. Et puis, à un moment donné, on a eu l'opportunité de monter un projet sur un ancien atelier de maintenance mécanique dans les anciennes casernes de Montpellier. Alors, dans le cadre, non pas d'une opération de rénovation de quartier, mais de phase amont de cette rénovation. C'est-à-dire que la problématique de la ville de Montpellier, de la métropole de Montpellier, était dans l'attente de réhabiliter ce quartier, de l'activer, c'est-à-dire d'avoir de la vie dans ce quartier. Et donc, ils avaient repéré notre groupement, au départ, qui a été créé dans les débuts des années 2000 sous forme associative et qui est devenu un groupement coopératif. Alors, et ça a croisé une ambition au niveau du groupement, c'est une ambition très française, c'est de dire qu'on est d'autant plus reconnu en France quand on est une entreprise ou une organisation de quelque nature que ce soit, si on a un lieu identifié. Si on est simple locataire dans un immeuble tertiaire, on ne pèse pas grand-chose. Par contre, si on a un lieu identifié qu'on peut mettre en avant, clairement, ça permet de sécuriser, renforcer le développement de notre organisation et de notre entreprise. Et quand on a développé cette idée, dans la mesure où on était un groupement coopératif avec comme ADN la coopération, on s'est dit, on ne va pas simplement créer un beau siège social, on va trouver un lieu dans lequel l'ensemble de nos usagers, économiques, culturels, créatifs, sociaux, vont pouvoir se sentir bien et habiter ce lieu. Et permettre à l'ensemble de nos usagers d'utiliser ce lieu comme un lieu de facilitation de chacune de leurs activités. Voilà. Et après, c'est des opportunités de tout projet entrepreneurial, à savoir qu'on a rencontré
Bon, d'une part, la collectivité qui était d'accord pour nous louer le site, et puis on a rencontré tout un tas d'acteurs qui étaient intéressés par ce projet et qui l'ont en particulier financé. Alors, la spécificité de notre tiers-lieu et de la Altropim, c'est, il y avait plusieurs axes. Le premier, c'était de travailler autrement. C'était de créer un lieu où on travaille autrement. Alors que c'est galvaudé comme terme, mais bon, on reprend. Travailler autrement, c'est-à-dire de casser les codes. Et Dieu sait si aujourd'hui ça nous revient en boomerang, mais casser les codes du travail, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui travaillent dans ce lieu, ils créent une dynamique, de la synergie, des échanges, et ça, juridiquement, on est une sorte d'hôtel d'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises signent une convention, non pas un bail, mais une convention de prestation avec nous, comme dans tout hôtel d'entreprise. Simplement, qu'est-ce qu'on apporte en plus? C'est des lieux événementiels qui peuvent utiliser pour leur showroom, pour leurs échanges, leurs rencontres professionnelles, etc. Un lieu de convivialité qui est le bar-restaurant. En un an, on est devenu le 6e distributeur de bière de Montpellier. C'est quasiment indécent. Vous montez un événement, vous voulez faire payer une billetterie à 10 €. Personne qui vient. Vous le faites gratuit. Par contre, vous ouvrez le bar. Les gens laissent en moyenne entre 30 et 50 € de bière. Bon, donc on finance, vous voyez, le modèle économique. Moi, je ne suis pas de la culture, ni de la restauration, mais j'avoue que j'ai été surpris par certains comportements, et notamment celui-ci. Sauf qu'aujourd'hui, clairement, quand on a monté le modèle économique au départ, on pensait avoir des recettes annexes. Et par exemple, dans cette période de crise, heureusement qu'on a eu le bar-restaurant. Alors là, maintenant, ça y est, c'est terminé pour la fin de l'année. Mais entre juin et septembre, on a fait plus 30% de chiffre d'affaires sur le bar-restaurant. Et ce qui nous a permis de financer un certain nombre d'événements qui étaient adossés à la restauration. Et alors, à part boire des bières ensemble, voilà, après un bilan de 18 mois, qu'est-ce que vous constatez que ça génère, ce lieu, comme dynamique de coopération entre les acteurs qui le fréquentent? Alors, je plaisante qu'à moitié quand disant boire des bières, c'est important, parce que on se rend compte que beaucoup de choses se passent à travers ces interstices du travail, c'est cette vie sociale de par le lieu. C'est pas simplement une machine à café le matin, les gens se retrouvent, des jeunes ensemble. Il y a la vie du tiers-lieu, elle est pas dans les bureaux, elle est dans les interstices des espaces. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est 230 espaces de travail, c'est 80 entreprises, pas mal d'indépendants, mais on a des TPE jusqu'à une dizaine de salariés. Donc c'est un lieu événementiel que tu évoquais. Sur 2019, on a été le lieu le plus fréquenté de Montpellier. On a eu près de 100 000 visiteurs dans l'année. Pratiquement la même chose en 2020, malgré la crise. Et c'est près de 400 événements dans l'année qui touchent tous les publics. Voilà. Et à travers ces événements, qui la plupart sont gratuits, donc financés par d'autres modèles, en fait, on touche tous les publics. Et la principale touche de notre marque de fabrique de l'Altropim, c'est d'amener l'ensemble des publics. Et donc, vous avez aussi bien un festival électro de 15h à 22h le dimanche, le lendemain ou la veille, une conférence débat avec des gens bien connus. C'est des soirées swing, c'est l'AMIC, c'est Montpellier Industrie Culturelle et Créative, donc c'est des rencontres professionnelles. Et c'est cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on rayonne et que le lieu est vraiment un lieu de vie socio-économique du territoire. Et ça, c'est important. Alors après, par rapport à la problématique des dynamiques territoriales, pareil, on reste très humble. Aujourd'hui, s'il y a une des orientations sur lesquelles on est très prudent, c'est l'intégration dans le territoire, mais vraiment local.
hein. On est arrivé, nous on est entouré du principal quartier gitan de Montpellier, principal quartier maghrébin de Montpellier, l'autre il y a les Pieds Noirs. Bon, et ce qu'on n'a pas voulu, nous, c'est arriver en disant, ben voilà, on va amener les solutions qui vont permettre d'améliorer la vie de ces quartiers. Non, et donc on a mis en place un certain nombre on a mis en place un marché en soirée, marché paysan en soirée. On a mis en place les cuisines, on les met à disposition des associations locales. Bon, et elles viennent petit à petit, mais on ne cherche pas à provoquer. Parce qu'on sait que sinon, on va être, excusez-moi, l'élu qui est là, on ne veut pas être l'instrument d'une politique publique, on veut être l'instrument de ces populations, et on y vient petit à petit. On a mis en place un point de vente Emmaüs, c'est impressionnant comme ça marche. On a mis en place des marchés de plantes vertes, c'est assez bête comme projet, mais c'est plusieurs milliers de personnes qui viennent à ces manifestations, et c'est en ça que on est un lieu qui facilite ces dynamiques territoriales. Voilà. Okay. Merci Michel, je crois qu'on va poursuivre. Alors peut-être quelques mots quand même sur la Palanquée. Là je prends ma casquette de la Palanquée pour en dire quelques mots et dire effectivement en quoi dans le projet de la Palanquée on a bien cet objectif de réussir à créer de la coopération sur le territoire, et le territoire pris comme territoire bassin de vie, c'est-à-dire pour nous c'est tous les temps de taux, hein, tout le bassin de taux. Donc la Palanquée, c'est un projet qui est porté par un collectif, hein, qui était le collectif de l'association 7 en commun. Hein, donc il est toujours managé par un comité de pilotage qui s'étend au fil du temps. Hein. Maintenant d'ailleurs on a 2 membres éminents de notre comité de pilotage qui sont dans la salle, Christian et Marie-Claire. Donc on est à peu près une douzaine maintenant. Et ce tiers-lieu La Palanquée, comme disait Michel, tous les tiers-lieux sont différents, ça dépend des besoins du territoire et de qui les construit. Donc on a depuis 2 ans à peu près, mais on a démarré nos activités déjà depuis le début de l'année 2020, construit ce projet autour de, finalement, le mot qui pourrait le résumer, pour nous, c'est faire ensemble. Donc vous voyez qu'on est bien dans un domaine de coopération. Comment on réussit à faire travailler ensemble différents acteurs. Alors ce faire ensemble, eh ben, on le pratique déjà dans le premier axe de ce que propose comme offre de service à Palanquée, le Fab Lab, l'atelier de fabrication numérique qui est installé ici. Et merci au Festival de Thau de nous avoir donné la possibilité d'être présent toute cette journée. Parce qu'un Fab Lab, c'est ça, c'est un atelier dans lequel on a des machines de fabrication numérique, mais surtout, on va créer des communautés d'usagers, d'utilisateurs, à qui on va apprendre à faire fonctionner ces machines, et puis qui vont pouvoir soit les utiliser pour leurs besoins propres d'artisans, de créateurs, de TPE, de PME, parce qu'on peut faire énormément de choses avec ces différentes machines, soit vont finalement venir se cristalliser différentes personnes autour d'un projet commun. Et puis c'est surtout l'esprit que si on arrive et qu'on a un projet mais qu'on ne sait pas le faire seul, on va pouvoir trouver de l'appui par la compétence des femmes managers, mais aussi par d'autres personnes de la communauté qui vont permettre de réaliser ensemble un projet. Donc se faire ensemble, c'est aussi l'idée de créer des espaces de coworking, des espaces de travail partagés. Bon, et c'est quand même un enjeu aujourd'hui parce que le télétravail se développe de manière volontaire ou de manière contrainte. Et c'est vrai que télétravailler tout seul chez soi, d'abord, on n'a pas toujours l'espace pour le faire, mais en plus, c'est quand même très difficile à titre personnel. Donc, là, dans la Palanquée, on cherche à offrir des espaces de coworking dans lequel va se créer aussi une communauté de coworkers avec des événements qui permettent de partager et de se rencontrer et de trouver des opportunités finalement de faire des choses ensemble ou de se donner des contacts clients parce que ce sont souvent des personnes qui sont en activité professionnelle individuelle. Et se faire ensemble, c'est aussi toute l'idée de la Palanquée de promouvoir sur le territoire des nouveaux projets, des nouvelles solutions dans le domaine de la transition écologique et de l'innovation sociale. C'est ça nos 3 activités aujourd'hui. Le Fab Lab, les coworking et le lancement d'un incubateur. Alors pour le moment, on est dans une phase qui est en amont d'un incubateur. On a lancé ce qu'on a appelé un appel à idées.
Et on a une petite promotion de 7 porteurs d'idées dans le domaine de la transition écologique et de l'innovation sociale qu'on accompagne individuellement et collectivement pour faire maturer leur idée et l'amener à un stade de projet. Et dans la phase suivante, on aura une pré-incubation de ces projets et ensuite une incubation pour passer du projet à la création d'une entreprise. Donc là aussi, on voit que le collectif est fondamental parce qu'on a 2 jeunes qui ont l'idée de collecter des combinaisons de plongée et de broyer ces combinaisons de plongée pour, avec ces matériaux, faire autre chose ou bien les utiliser pour faire des sacoches d'ordinateur, par exemple. On a un autre porteur de projet qui voudrait fabriquer des tuyaux d'irrigation en terre, donc supprimer le plastique dans l'irrigation, dans les jardins maraîchers. Donc fabriquer des tuyaux d'irrigation en terre. Vous savez, comme les Zoya, par exemple, on sait qu'on a énormément d'économies d'eau quand on arrose par dispersion, je ne sais pas quel terme technique faut employer, mais en tout cas quand l'eau se diffuse à travers quelque chose en terre. Tous ces porteurs de projets, ils ne seraient jamais partis tout seuls à essayer. Ils ont un petit peu commencé à travailler tout seuls dans leur projet. Mais c'est parce que le fait qu'ils vont intégrer un collectif, non seulement ils vont bénéficier d'un accompagnement avec une expertise, mais c'est aussi parce qu'ils vont intégrer ce collectif qu'ils vont réussir à faire avancer leur projet. Donc, en quoi ça crée la coopération? C'est de faire ensemble. Le deuxième aspect, c'est ce que tu le disais, notre objectif, c'est d'avoir un lieu dans lequel, grâce à ce lieu, on va réussir à ancrer de la synergie entre les différents acteurs du territoire. Et la synergie, on la voit déjà ici aujourd'hui quand le Festival de Thau reçoit la Palanquée et qu'on arrive à faire des choses ensemble. Dans nos nouveaux locaux, on voudrait faire installer la roue libre de Thau parce qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. On essaie de créer du lien aussi avec toute l'association qui s'occupe du zéro déchet, etc. Pour ça, c'est très important d'avoir un lieu d'ancrage. Et puis le troisième objectif, c'est que finalement, ce tiers-lieu, ça soit reconnu comme un outil de développement territorial. Et là, rentrent en ligne de compte les pouvoirs publics locaux. Et ce projet est porté par un collectif, mais si on arrive à le développer, c'est parce qu'on a réussi à le faire reconnaître comme un potentiel, on a réussi à faire comprendre quel rôle ça pouvait avoir en termes de développement économique, de proximité, comme un développement plus écologique et plus solidaire. Et on a reçu le soutien non seulement de l'État, comme fabrique numérique de territoire, de la région, mais aussi de l'AGLO. C'est 7 aglopoles Méditerranée qui nous accompagnent financièrement et en nous mettant à disposition un lieu qu'on va rénover pour pouvoir accueillir pleinement toutes les activités de la Palanquée. Donc cette reconnaissance d'outils de développement territorial, ça passe par les élus. Mais c'est là qu'on voit que la dynamique se crée, la coopération se crée entre les acteurs de la société civile et les habitants et les pouvoirs publics. Alors, deuxième question très importante qu'on a cherché à travailler dans ce travail collectif, au-delà de comment construire des coopérations, c'est justement comment est-ce qu'on implique les habitants. Tous les acteurs des dynamiques collectives se posent cette question-là, puisque je le disais tout à l'heure, on sait bien que c'est l'implication des habitants qui va donner la durabilité et la profondeur de la transition qu'on va conduire sur le territoire. Et finalement, la question qu'on s'est posée, c'est pas tant comment est-ce qu'on implique les habitants, mais comment faire en sorte que les habitants s'impliquent eux-mêmes. Donc, première question que je te pose, Agnès, et ensuite Michel, là-dessus, comment vous pouvez partager votre expérience sur ce sujet ? Alors, c'est vrai que le projet Territoire Zéro Chômeur, ce qui change fondamentalement par rapport aux politiques d'emploi qui sont habituellement portées, notamment par l'État, c'est que c'est des politiques d'habitude qui sont très descendantes. Donc on a des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion qui viennent employer des personnes, sélectionner des personnes qui ont été rendues éligibles par Pôle emploi. Voilà. Donc on est sur un processus plutôt externe et on amène des publics qu'on estime bénéficiaires vers l'entreprise d'insertion. Dans le Territoire Zéro Chômeur, en fait, on part des gens.
On part des gens parce qu'ils habitent déjà sur un territoire, on ne les sélectionne pas, donc tout le monde a le droit à l'emploi. Et dans le processus de construction du projet, en fait, les habitants, ils étaient complètement partie prenante. Alors, ça reste compliqué, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément très facile, puisque, pour vous donner un petit exemple, une petite anecdote, quand on s'est dit, bon voilà, on va faire appel aux habitants pour construire avec nous le projet d'entreprise. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier les personnes privées d'emploi sur un territoire? On va passer vers Pôle emploi et la mission locale. Et donc, on envoie un courrier à toutes les personnes du quartier qui sont donc inscrites à Pôle emploi et à la mission locale. Donc, ça fait 250 courriers qui partent. Eh bien, nous avons eu 2 personnes qui sont venues donc, à la réunion, alors qu'on leur promettait un emploi. Hein, donc ça ne marche pas, nos trucs. Le truc d'action publique, ça ne fonctionne pas. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a fait du travail de rue, du travail social de rue, avec des éducateurs. Et on est allé chercher les gens un à un. Et puis après, le bouche à oreille a fonctionné. Et c'est comme ça qu'on a créé un premier collectif d'habitants avec lesquels, pendant 9 mois, on a construit la candidature et on a construit le projet d'entreprise. Le deuxième axe aujourd'hui sur lequel on travaille, puisque l'entreprise est créée, c'est comment est-ce que les activités qu'on développe l'entreprise émergent avec les habitants. Et donc, on travaille à l'émergence des nouvelles activités pour être sûr qu'elles soient en correspondance avec les besoins du territoire. Et donc, c'est des ateliers de travail, alors, c'est pas un Fab Lab, mais c'est un lab travaux utiles, ça s'appelle. Donc, on travaille avec les habitants pour dire, voilà, c'est quoi les besoins sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis après, on va voir les habitants du quartier. Et puis, au bout d'un moment, donc si ça fait écho chez un certain nombre, on essaye de monter un modèle économique pour après monter le projet. Les habitants aussi sont à la gouvernance du projet et là c'est assez complexe, on n'y arrive pas très bien encore. Donc d'habitude dans un comité de pilotage pour l'action publique, il y a donc le délégué du préfet, il y a les élus, les services, tout ça. C'est un peu impressionnant et donc là on met des habitants. Leur place, elle n'est pas évidente et souvent ils font un peu prétexte, ils font un peu potiche parce que finalement prendre la parole devant des élus, devant des services de l'État, c'est pas une grande évidence. Donc aujourd'hui, ils sont bien dans le comité local, qui est le comité de pilotage de l'expérimentation, dans lequel il y a aussi les syndicats de salariés. Voilà. Mais là, on se cherche encore. C'est pas, ils sont présents sur le papier, ils sont présents formellement. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'ils ne sont pas suffisamment présents et leur place n'est pas suffisamment forte. Voilà. Peut-être que dans le processus de décision aussi, on peut se dire qu'il faut faire évoluer nos cadres. Ce n'est pas simplement une grande réunion plénière où on est là à décider ensemble, à discuter. Peut-être que en fait, le processus de décision, c'est plein d'atomes de décision, de processus délibératifs dans plein d'espaces différents. Et c'est ça qui fait comité de pilotage collectif. Voilà, ça aussi, il faut qu'on le cherche. Et troisièmement, et c'est là aussi... Après, les perspectives, c'est comment est-ce que les salariés aujourd'hui d'émergents sont les fabriques du territoire de demain et comment est-ce que à la fois les salariés sont des ambassadeurs bien sûr du projet, mais ça c'est pas forcément le plus intéressant, mais des ambassadeurs de la transition. Et on le voit aujourd'hui dans des quartiers politiques de la ville, très clairement aujourd'hui dans les collectifs d'associations, notamment dans une métropole comme Lyon, dans les collectifs qui portent la transition écologique. C'est pas des gens qui habitent dans les quartiers politiques de la ville, c'est pas des gens qui ont très peu de niveau de qualification, qui parlent pas très bien français, bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc aujourd'hui, on a un enjeu à ce que ces habitants des quartiers politiques de la ville ils soient aussi légitimes que les autres pour porter la question de transition écologique. Et donc le pari qu'on veut faire, et notamment via des formations, on a un certain nombre d'associations, notamment une belle association qui s'appelle Anciela, sur Lyon, qui a inventé le concept d'ambassadeur de la transition écologique. Et on aimerait que les salariés d'émergents, aujourd'hui, deviennent les ambassadeurs de la transition écologique. Mais voilà, c'est un chemin et on n'est pas encore pas abouti totalement. Oui. Enfin, je veux quand même citer, parce que je me souviens très bien des 2 journées qu'on avait passées avec vous, et je me souviens encore vraiment bien de ces femmes qui nous avaient expliqué comment, en fait, elles s'étaient complètement impliquées sur le fait de résoudre le problème de transport dans ce quartier, parce qu'il y avait des problèmes d'horaire de bus, et on voyait bien par leurs récits
qu'elles ne se seraient jamais investies de cette manière-là si elles n'avaient pas été portées par l'expérimentation, elles n'étaient pas reconnues dans ce collectif autour de l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Donc on sentait vraiment comment le quartier s'était mis en mouvement grâce à cette expérimentation. Alors Michel, de ton côté, comment est-ce que... parce que ce quartier, tu le décrivais un peu tout à l'heure, je pense que ceux qui connaissent l'altropisme le connaissent, c'est vrai que c'est un quartier, une friche militaire, il est aussi en construction, puisqu'il va y avoir des nouvelles installations à côté, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de l'implication des habitants à travers l'altropisme? Bon, c'est une question pour nous qui est bien évidemment pas facile à traiter. Facialement, on peut dire aujourd'hui, le lieu le plus visité de Montpellier, 100 000 visiteurs, on a réussi à impliquer les habitants de Montpellier. Mais si on dit ça, je serais assez démagogue. Et donc, derrière ta question, c'est en fait quel type d'habitants, hein, et comment ils s'impliquent dans une action de transformation du territoire. Voilà. Et notamment, derrière, il y a toute la question, en effet, de la transition. Transition citoyenne, transition économique et transition écologique. D'autant plus que nous, on est porteur d'un risque important, c'est qu'on contribue clairement à la gentrification du quartier. Ça, on le sait, parce que la plupart aujourd'hui des usagers et des consommateurs, entre guillemets, de la halle sont d'un niveau socio-culturel, socio-professionnel assez élevé. Et même on a les promoteurs qui sont en train de monter des opérations, qui mettent sur leurs affiches en grand à proximité de l'altropisme. Donc on sait qu'on fait monter les prix. Donc la question pour nous, c'est comment contrecarrer ce processus. Alors on est très content parce que depuis 2-3 mois, on a à peu près 2-3 vols de vélos, de motos, de mobylettes par semaine. Donc ça veut dire qu'on est un lieu repéré qui sert à une économie. Je plaisante, mais c'est un de nos sujets actuellement. On ne sait pas trop comment y faire face. Voilà, alors après... Bon, clairement, nous, notre objectif, c'est que la halle soit un outil d'un processus d'appui à la transition, hein, à une transition avant tout citoyenne. Et là, bon, j'ai en partie répondu un peu à la question, c'est en mettant en place un certain nombre d'actions que les gens vont pouvoir s'approprier. Alors au-delà du fait qu'on ait créé un marché aujourd'hui qui fait venir les gens du quartier et du coup à travers ça ils s'approprient le lieu. Bon, on a mis en place aussi un lieu expérimental de compostage pour l'ensemble du quartier. On travaille avec les écoles justement sur ces processus-là. On travaille avec Enercop, qui est la coopérative donc, de distribution d'énergie renouvelable, d'électricité d'origine renouvelable. Bon, et il y a des stages qui se mettent en place avec un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, et on va bientôt avoir des toitures expérimentales. Bon, voilà, donc on enclenche tout un tas d'actions, mais en même temps on est très clair, hein, parce que c'est probablement le sujet le plus compliqué à mettre en place. C'est pas un hasard si tu nous poses cette question. D'autant plus que nous, anciennes friches militaires, on n'est pas dans un quartier pauvre. Hein, on est à la périphérie, nous on est dans un quartier résidentiel et la première réaction des habitants, c'était une réaction négative. Tiens, première réaction, un tract, on a accueilli le plus grand urinoir de Montpellier. Deuxièmement, le bruit. C'est quand il y a des milliers de personnes qui viennent le week-end, ça crée de la nuisance. Donc la réaction des habitants, dans un premier temps, ça a été une réaction négative. Alors, ça se dépasse, et là aujourd'hui on est plutôt bien intégré par rapport à un public qui est un public résidentiel. Mais comment faire en sorte que ça ne soit pas ce public qui utilise la halle, mais bien les quartiers alentours. Bon, on est très optimiste, hein, parce que on le voit, et notamment le chemin, nous, c'est aussi par rapport à travers les publics scolaires.
C'est un point d'entrée essentiel parce que pour les instituts, pour les éducateurs, c'est un lieu d'ouverture, c'est un lieu où les gens ne sont pas stigmatisés, c'est un lieu où il y a une offre culturelle, artistique, citoyenne relativement ouverte et qui fait que chacun y trouve son compte. Voilà. Après, bon, là, on rentre dans des processus, mais à chaque fois, le problème, c'est aussi un problème de modèle économique. Hein. Ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais bon, dans les tiers-lieux, il y a deux types de tiers-lieux. Il y a les tiers-lieux qui sont essentiellement issus d'une politique publique, hein, et il n'y a pas de jugement derrière, hein, donc qui sont avant tout accompagnés, et c'est le cas on peut dire la palanquée, hein, dire qu'il y a une grande partie même si c'est compliqué, mais en vrai, nous, l'investissement s'est fait, le montage du tiers-lieu s'est fait sans aucune subvention. On a eu 0 subvention, on a obtenu après, a posteriori, mais sur le montage du projet. Donc, ce qui crée un modèle économique qui fait qu'aujourd'hui, on doit rembourser à 8 ans, entre 8 et 10 ans, l'ensemble, c'est 2 millions, c'est un budget d'investissement de 2 millions. Donc on sait que d'ici 10 ans, même moins 8 ans maintenant, on va devoir rembourser. Donc ça veut dire que toute opération aujourd'hui doit trouver son propre modèle économique et c'est les excédents sur un certain nombre d'opérations qui vont nous permettre de financer tout ce qui touche on va dire les habitants avec une approche sociale. Il faut être clair. Et c'est pour ça que je parlais la restauration, le bar-restauration, c'est clairement aujourd'hui une des sources principales qui va nous permettre de monter des opérations à but beaucoup plus social. Oui, peut-être juste une précision quand même avec ce que tu disais sur le modèle économique de la Palanquée. Donc je disais qu'évidemment au moment du lancement, donc là on a lancé les activités de la Palanquée depuis début 2020, on n'a pas encore suffisamment de chiffre d'affaires, donc ce genre de projet ne peut se lancer que grâce à un appui de subvention publique ou de subvention privée. Nous on a aussi beaucoup sollicité de fondations, par exemple le fourgon que vous voyez là et toutes les machines numériques. Elles ont été financées par effectivement une subvention de la région, de l'agglo, mais aussi une grosse subvention de RTE, de la fondation RTE, de la Fondation de France, de la Fondation du Crédit Coopératif, etc. Le modèle économique, c'est quoi? C'est en fait, on a une structure qui est une société coopérative d'intérêt collectif qu'on a créée avec 7 en commun, avec d'autres personnes morales et personnes privées, physique privée, et dans lequel effectivement est aussi associé cette Aglopole Méditerranée. Et cette société coopérative d'intérêt collectif, elle va rénover le lieu qui nous est mis à notre disposition, et ensuite elle va le gérer, et elle a l'objectif d'avoir une autonomie financière à horizon de 3 ans. Donc l'essentiel de la rénovation, on va dire que 75% de la rénovation va se faire par les subventions publiques, mais là aussi, la SIC va devoir aller emprunter pour en payer une partie. Donc ce qui va faire vivre la Palanquée à terme, c'est de trouver une autonomie financière grâce à un café-cantine, sur le modèle de l'altropisme, hein, mais également grâce des activités de coworking, la gestion du bâtiment, la location de salles de réunion, etc. Toute une série d'activités. Et c'est très important de trouver cette autonomie financière à 3 ans, à 3-4 ans, parce que c'est ça la pérennité du projet. En fait, ce qui est quand même très favorable au tiers-lieu dans les politiques publiques depuis aujourd'hui mises en place par l'État ou la région, c'est qu'ils nous accompagnent sur 3 ans. Vous voyez ? Donc on n'est pas obligé de refaire tous les ans des réponses à des appels à projets. On en fait aussi pour avoir d'autres subventions. Mais c'est important de pouvoir travailler comme ça dans la durée des 3 premières années. Et puis il y a une deuxième partie de l'activité qui est plus tournée vers la montée en compétences numériques sur le territoire grâce au Fab Lab, le lien social de proximité, la médiation numérique, etc., qui est porté par l'association 7 en commun. Et là, je te rejoins. À terme, on arrive à une autonomie financière à hauteur de 50%. Parce qu'on veut conduire beaucoup d'actions de mixité sociale, de mixité intergénérationnelle. Et donc ça demande de faire des projets et d'aller chercher des financements dans le cadre des contrats de ville, etc. Donc on marche un peu sur ces 2 jambes. Alors, dernière question que je voulais vous poser avant de donner la parole à la salle, c'est quel est le rôle finalement
de ces dynamiques de coopération dans ce contexte de pandémie, dans ce contexte de crise écologique, dont maintenant tout le monde prend nettement plus conscience, dans ce contexte de crise sociale, en quoi les dynamiques de coopération que vous avez pu animer apportent des nouvelles solutions et en quoi elles contribuent à renforcer une économie de proximité et une économie plus écologique et plus solidaire. Michel, peut-être tu commences et puis après, je dirai quelques mots d'Apalanquet avant de faire conclure à Agnès. Je pensais que j'aurais 5 minutes pour réfléchir. Non, bon, ben là, c'est très clair. Bon, pour nous, le projet, du moins pas le projet, la Altropine, c'est un projet politique. Hein, et clairement politique, à savoir que notre ambition, c'est de faire en sorte que, à travers le travail qu'on mène, il y a une prise de conscience sur les problématiques de transition, quelles qu'elles soient. Alors, j'ai le problème de la crise actuelle, dire c'est un problème court terme, hein, c'est une espèce de tsunami en même temps économique, intellectuel, de santé publique, bien évidemment, mais je pense que nous, on va, en tant que tiers-lieu, on ne va pas apporter de réponse à la problématique actuelle. Par contre, ça vient nous renforcer qu'il faut casser les codes économiques, culturels et citoyens. Ce qui est difficile, hein, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, la crise, c'est avant tout, on passe notre temps à subir. À subir des injonctions, hein, bon, on est d'accord ou pas, mais il y a une espèce de... Nous, la principale inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est de voir l'abattement de la plupart des équipes devant ce qui se passe. Bon, mais derrière ça, c'est comment créer des lieux de résistance, hein, et Alfandéry là-dessus, 90 ans, est formidable. Hein, et c'est ces petits lieux de résistance qui sont importants. Hein, et nous, on espère pouvoir, et on espère y contribuer avec ce qu'on fait. Bon, je sors peut-être un peu du sujet, mais la problématique, hein, du rapport, et ça, on pourra en discuter même après, avec les pouvoirs publics, hein, sur ces dynamiques territoriales, pour moi, est important. Je vais être un peu provocant, hein, mais parce que justement, j'ai beaucoup apprécié le travail qui a été fait. Moi, je suis convaincu que les dynamiques territoriales peuvent difficilement être portées par les pouvoirs publics. Et j'ai presque envie de dire, à partir du moment, et là je vais me faire vraiment assassiner, à partir du moment où les pouvoirs publics prennent en charge une dynamique territoriale, il y a des logiques qui sont des logiques électorales, qui sont des logiques de pouvoir, qui se mettent en place, et c'est très difficile. Alors nous, on l'a vécu même dans nos... le maire de Montpellier, je peux le parler, l'ancien maire de Montpellier, je peux en parler, il n'a pas été réélu, là, mais c'est très bien. Il était persuadé que l'altropisme, c'était lui qui l'avait fait. Nous, on paye un loyer. Ils ont mis 20 000 euros dans la SIC, hein, sur 2 millions, 20 000 euros. Et chaque fois qu'on recevait quelqu'un qui ne lui plaisait pas, dont le maire de Sète, qui est venu nous voir, on recevait un coup de téléphone du cabinet. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé au maire de nous inviter pour qu'on s'explique. Et on lui a dit... Et il a commencé à nous dire, ouais, mais vous avez invité un tel, vous avez invité un tel, vous avez invité tel. Bon, ça va pas du tout. Bon, on lui a dit, mais vous avez mis combien ? Et là, boum, pendant une seconde, il a réfléchi, il a dit, ah ben oui, c'est vrai, on n'a rien mis. Voilà. Et c'est une anecdote un peu, encore une fois, un peu méchante, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, une dynamique territoriale, clairement, elle doit être avant tout portée par les acteurs qui en sont à l'origine, et à partir du moment où la politique, la politique s'en empare, ça devient très compliqué. Alors ça, c'est pour vous faire réagir. Hein. Ça, vous avez compris. Ça a été... qu'il fallait pas sur mon... Ah non, c'est bon. Effectivement, le rôle des pouvoirs publics locaux, ça a été des sujets avec des discussions extrêmement intéressantes. Et ce qu'on a quand même vraiment vu avec nous, tous les différents acteurs de terrain, là, c'est que finalement, ça demande un changement de posture des élus.
Et nous, nous, à la Palanquée, c'est des discussions et des choses qu'on a réussi à conduire avec les élus de notre territoire. Parce que c'est vrai que c'est la compréhension que des impulsions de changement et de développement économique, écologique, démocratique, ça peut être porté que par des citoyens. Et que les élus, ils sont dans un rôle de facilitateur, ils sont dans un rôle d'appui, mais surtout, il faut qu'ils laissent faire. Et nous, quand on a notre projet avec l'Agglo, moi j'ai toujours dit, attention, la gouvernance, c'est nous, c'est le collectif qui a la gouvernance. Quand on a créé la SIC, on a un collège d'initiateurs. Vous savez, une SIC, c'est à grande géométrie variable, on la crée comme on veut. Donc on a un collège qui a 45% des droits de vote, qui est le collège des initiateurs du projet, c'est-à-dire 7 en commun, la BGE, parce que c'est notre associé, et des personnes physiques. On a les salariés et les résidents qui ont 15% des droits de vote, les salariés et les résidents du tiers-lieu. Donc ensemble, on a 60% des droits de vote parce qu'on voulait absolument avoir la majorité. On a nos partenaires locaux qui ont 15% des droits de vote. Et à 7 Agglo-Pôle Méditerranée et au SMBT, qui ont quand même apporté la moitié du capital de la SIC, parce qu'on a une SIC avec 40 000 € de capital, on leur a dit 25% des droits de vote, pas plus. Parce que la gouvernance, il faut que le projet il soit animé, il soit porté par le collectif de citoyens. Et vous, là, évidemment, nous, on veut que vous nous reconnaissiez comme un outil de développement territorial, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à atteindre cette dimension-là sans un soutien et sans une reconnaissance du pouvoir public. Mais laissez-nous faire, laissez-nous manager, laissez-nous porter l'orientation. Bon, et donc c'est effectivement un combat, mais je dois dire que quand même ça progresse, et qu'il y a une reconnaissance de ce point de vue-là. Et moi, je salue quand même un changement de posture des élus et des services. C'est des choses qu'il faut aussi discuter avec les services. Hein, et on a une forte implication des services. Et ça nous a fait plaisir, parce que ce projet, on a réussi à le monter, parce que tous les services concernés, et en transversalité, réussissent à s'impliquer et nous accompagner dans le projet. Parce que vous voyez bien qu'il y a une dimension économique, la cohésion sociale, les finances. Là, on est en train de lancer la rénovation d'un bâtiment de 800 mètres carrés avec 1,5 million de travaux. Et c'est nous, la SIC, qui le portons. Hein, donc, c'est quand même des gros chantiers, vous voyez. Et c'est grâce à ça, y compris, on occupe pendant 2 ans, pendant le temps de rénovation, on occupe des locaux provisoires. Donc, c'est aussi une implication des discussions avec la ville de Sète qui nous met à disposition des locaux. Alors, les élus, comment tu peux réagir là-dessus? Parce qu'il y a quand même élus et élus. Hein. Non, mais c'est sûr que le projet Territoire Zéro Chômeur, il nécessite que l'élu il change de posture, parce qu'on ne décide pas tout seul, puisque je vous disais, autour de la table, la gouvernance, elle est très multipartie prenante. On voit aujourd'hui que, donc ça fait 3 ans effectivement que les entreprises ont ouvert, et donc on a cette deuxième loi d'expérimentation qui est en cours de discussion au Parlement. Et là, on le voit bien, toutes les tensions, puisque au Sénat, alors au moment de la commission des lois au Sénat, le projet a été réécrit, et donc il avait été décidé par les sénateurs que le projet serait sous la tutelle du préfet et de Pôle emploi. Et donc là, on va branle-bas de combat dans l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée pour dire, mais non, en fait, c'est pas l'esprit du projet. L'esprit du projet, c'est de partir du territoire, des dynamiques de territoire, de citoyens, d'associations, de pouvoirs publics locaux aussi, mais de dire que c'était collectivement qu'on bâtissait le projet. Donc, on attend la commission mixte paritaire. On a quand même bon espoir pour qu'on revienne à une gouvernance territoriale. Mais on voit bien que comment les pouvoirs publics aussi, parce qu'à un moment donné, il y a peu d'argent public, on veut quand même contrôler vers quoi, où est-ce qu'on met l'argent public. Et on se dit que les projets seront plus efficients si les pouvoirs publics sont très présents. Bon, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, c'est un peu l'esprit dans lequel... c'est un vrai risque de l'expérimentation qu'on perd de cette dynamique territoriale. Aujourd'hui, en France, il y a 120 projets de territoire zéro chômeur qui sont en phase d'émergence, plus ou moins avancés. Sur la métropole de Lyon, on a fait une réunion il y a 10 jours
La métropole de Lyon souhaite aussi lancer des nouveaux territoires sur la métropole. Il y avait 22 communes qui étaient présentes. Bon, 22 communes ne vont pas y aller, mais en tout cas, on voit que quand même, quand on part du territoire, quand on parle sur un projet qui associe des différentes parties prenantes, ça réveille un certain nombre de forces. Là où sur le projet, il est quand même très politique, et tu disais, voilà, c'est politique, mais du coup, c'est vraiment politique au sens cité. Le projet aujourd'hui, ce qui montre, notamment dans un moment de crise Covid, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que les EBE, elles ont montré une très forte résistance, malgré, notamment dans la période de confinement. Il y a seulement 40% des salariés qui ont été mis au chômage partiel lors du confinement à l'échelle de la France. Parce que, en fait, finalement, les salariés, ils travaillent sur des besoins qui sont non couverts, des besoins qui étaient essentiels. Par exemple, chez Émergent, on fait du soutien scolaire. Parce que dans le quartier politique de la ville, les habitants, ils n'ont pas les moyens de se payer Acadomia qui viennent à domicile faire des cours. Donc, c'est des salariés d'Émergent qui ont une forte qualification, mais qui ne trouvaient pas d'emploi, qui font du soutien scolaire aux habitants. Le soutien scolaire, vous imaginez bien qu'il a continué pendant cette période-là. Dans des territoires ruraux, notamment à Mauléon, ils ont ouvert une épicerie qui fait notamment des pots de pain. Vous imaginez bien que pendant la période de confinement, il fallait continuer à manger. Et donc, l'épicerie, elle est restée ouverte. On a développé dans 4 à 5 territoires du maraîchage. Voilà, pareil, c'était la période de printemps, donc il y avait plein de travail, donc il fallait aller travailler. Donc voilà, donc très forte résilience et aujourd'hui encore une très forte demande sociale. Le deuxième point, et c'est là aujourd'hui où peut-être l'expérimentation, elle peut être inspirante pour des projets de territoire qui sont globalement des dynamiques de territoire, c'est comment est-ce qu'on réinvente la gouvernance à l'échelle territoriale. On voit bien que la gouvernance économique, même si elle peut se passer, il y a des grandes conférences régionales d'acteurs de l'emploi, d'acteurs du développement territorial, avec le MEDEF, avec la CGPME, il y a des choses qui se passent, mais à des échelles très macro. En fait, redescendre sur des espaces de territoire, des bassins de vie, des bassins d'emploi, ça a vraiment du sens pour faire émerger des coopérations. Et là, par exemple, on a des coopérations très, très simples qui se passent entre Émergent et puis le bassin d'emploi au cours des masques. Aujourd'hui, Émergent a fabriqué des masques et lave les masques parce qu'on a un service de blanchisserie pour l'ensemble des entreprises du territoire. Et donc là, voilà, on voit que ça a une force de gouvernance territoriale pour réinventer des manières, des nouveaux services, et y compris des services économique à forte valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la blanchisserie, c'est pas il n'y a pas une grande technique autour de la blanchisserie, mais en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin d'être en flux très tendu, et donc c'est par le territoire qu'on réinvente. Voilà. Merci de ces exemples. Merci Agnès. Alors, je crois qu'il est temps de vous donner la parole. Est-ce que vous avez des réactions, des questions sur quel élément vous souhaitez approfondir? Marie-Claire, vas-y, merci. Non, je reviens sur l'étude de l'ESS qui est passionnante. Je voudrais savoir comment elle a été diffusée, dans quel cadre elle a été diffusée, comment a-t-elle été reçue par les différents acteurs et quelles répercussions a-t-elle eu? Voilà. D'accord. Est-ce qu'on prend d'autres questions tout de suite? Ou il y a d'autres questions tout de suite? Oui. Merci. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais je représente un peu la monnaie locale de Montpellier, la graine. Et comme Dante n'est pas venu, je peux expliquer en quoi ça consiste et quelle action sur le territoire. Voilà. Oui, très bien, effectivement. Donc, on va vous donner la parole là-dessus. D'autres questions pour le moment? Non. Donc, je réponds à... Si vous avez une question, madame? Bon. Je réponds d'abord à Marie-Claire, et puis madame, vous nous parlerez de la graine? Donc c'est ça? D'accord, voilà. J'ai dit que effectivement, c'est un sujet qui est en train de monter sur le territoire. Alors, l'étude du labo de l'ESS, ce qui était prévu, donc vous l'avez là, et je vous redonnerai l'adresse sur le site. Ce qui était prévu, c'était effectivement, je comprends bien ta question, de faire des colloques d'échange en région, avec d'autres acteurs locaux pour continuer. En fait, c'est pas simplement une colloque de restitution parce que c'est jamais terrible, mais de faire des journées ateliers
avec des acteurs locaux pour élargir encore la réflexion, notamment autour des deux thèmes que sont le rôle des pouvoirs publics locaux et sur le sujet de l'ingénierie de soutien. Parce que dans cette étude, on a cherché aussi à collecter plein d'outils, de méthodes inventées ou utilisées pour les uns ou pour les autres. Il y a donc tout un chapitre avec des choses très concrètes sur les manières de faire, en fait. Donc, autour de ce sujet de l'ingénierie de soutien, de quoi ces dynamiques collectives ont besoin pour accompagner leur développement, leur maturation. On a 3 régions partenaires, dont la région Occitanie. Et donc, on avait prévu de faire ces colloques, évidemment, à cause du Covid, etc. On n'a pas pu organiser. Donc, on est toujours dans l'idée de pouvoir faire des choses par visioconférence, mais en fait, ça manque. Mais je crois que ça serait tout à fait nécessaire. Alors maintenant, il y a une deuxième dimension dont je n'ai pas beaucoup parlé encore et qui était dans le petit film, là, si on avait pu vous le passer, c'est a émergé à la suite de tout ça l'idée de communauté apprenante. Ces soixantaines de personnes qu'on a reçues dans ces séminaires, d'horizons différents géographiquement, mais également d'un point de vue culturel, comme je vous l'ai expliqué, ben, ils se sont tous dit, c'est idiot d'arrêter de partager ensemble. Et donc, comment on réussit à faire émerger au niveau national des communautés apprenantes avec soit des visites apprenantes les uns les autres, soit des lieux de rendez-vous réguliers dans lesquels on peut continuer à débattre ensemble et à travailler ensemble sur des sujets d'intérêt commun. Bon, au niveau national, ça a aussi du mal à émerger, mais l'idée est de voir comment on peut réussir à faire émerger ça à un niveau de territoire de bassin de vie. Chaque, finalement, type de dynamique collective a des structures collectives internes dans lesquelles ils travaillent. Les territoires zéro chômeur, ils ont des associations, ils se voient souvent, ils discutent ensemble de leurs sujets. Les TPOS travaillent ensemble. Les tiers-lieux ont une structuration. Moi-même, je suis administratrice de l'association France Tiers-Lieux. Et au niveau de la région, avec l'aide de Altropisme et d'autres, on est en train de créer un réseau régional des tiers-lieux. Donc ça, c'est très utile parce que ça nous permet de progresser chacun dans notre propre développement. Mais ça ne remplace pas une communauté apprenante entre différentes expériences de nature différente sur un territoire. Et donc moi, c'était ce que je voulais proposer en conclusion de cet après-midi, c'est tentons de commencer à créer une communauté apprenante entre les différents acteurs du bassin de Thau, qui travaillent chacun sur des sujets différents, mais qui veulent tous conduire une transition écologique, sociale et solidaire. Et ça, c'est un des objectifs de la Palanquée, de pouvoir être, dans quelques mois, qu'on sera mieux installé, un lieu pour proposer comme ça une réunion entre tous les acteurs autour de cette idée. Donc, merci Marie-Claire de m'avoir posé cette question. Alors, Madame, vous voulez nous parler de la graine? Témoigner de l'expérience de la graine? Allez-y. Donc, en France, il y a 82 monnaies locales, dont la plus grande, c'est le SCO au Pays Basque, avec 1 500 000 équivalents euros mis en circulation. Et il y a 2 ans exactement, à Montpellier, nous avons lancé la graine à partir de Montpellier. Et maintenant, elle est en train de s'étendre autour du bassin de Thau, autour du Pic Saint-Loup et en pays Cœur d'Hérault. Et donc, on a à peu près 105 professionnels qui font partie. C'est un réseau de professionnels et un réseau d'utilisateurs. On en a 600. Et les utilisateurs viennent chercher des graines ou les commandent en échange d'euros. Et les euros que nous avons, nous sommes obligés par la Banque de France de les stocker sur un fonds de réserve. Et c'est un fonds de réserve, c'est la NEF, la Banque éthique. Toutes les monnaies locales de France ont passé un accord avec la NEF. Et la NEF, avec ses euros, va financer uniquement des projets environnementaux, solidaires, sociaux. Donc, participer à une monnaie locale, c'est favoriser le bio, le local, le petit commerce, entre autres. Donc, c'est de la monnaie économique, mais c'est aussi un impact alternative financière et finance solidaire. Donc, on était à l'Eutropisme qui avait fait une conférence, une table ronde sur la finance solidaire. On n'était pas autour de la table, mais on a expliqué que en prenant de la monnaie locale pour consommer,
on permet de l'épargne solidaire parce que les euros sont stockés à la nef. Les graines que l'on va chercher, qui sont des graines en billets pour le moment et bientôt numérisées aussi, ces graines, elles vont servir à l'économie réelle, mais ça dédouble la valeur de l'argent parce que les euros sont stockés à la nef qui va les utiliser. Et la nef, comme on a passé un accord, les monnaies locales, on va pouvoir pointer des projets que nous, on veut qu'ils se réalisent. Voilà. Donc, par rapport aux collectivités, on se pose la question et il y a des collectivités qui nous contactent maintenant, surtout depuis le confinement, pour utiliser la monnaie locale pour favoriser l'écomobilité ou bien pour le CCAS, pour faire de l'aide sociale ou pour donner des subventions à des associations. Ce n'est pas encore fait, mais avec la graine, mais il y a des tas de villes en France, comme Bayonne et alentour, Grenoble, qui utilisent la monnaie locale pour favoriser l'économie, mais ce sont les communautés, les intercommunalités qui utilisent la monnaie ou bien les municipalités. Et donc les municipalités, elles peuvent utiliser à plusieurs niveaux. Au niveau, elles peuvent adhérer à la monnaie locale, elles peuvent faire de la communication ou faciliter sur la monnaie locale, expliquer à travers les bulletins, à travers la communication. Elles peuvent prêter un local, faciliter la monnaie locale, mais elles peuvent aussi payer une partie de l'indemnité des élus qui le souhaitent en monnaie locale, et elles peuvent également accepter d'encaisser des recettes publiques en monnaie locale, comme la cantine, comme tout ça, la piscine. Le seul truc qu'elles ne peuvent pas faire, c'est qu'elles ne peuvent pas encore décaisser hors de leur caisse, donc elles sont obligées de passer par l'association, ce qu'ils font à Bayonne. Pour pouvoir payer des fournisseurs en monnaie locale, elles sont obligées de passer par l'association. Et d'ailleurs, il y a un projet de loi au Sénat et porté par des députés pour que les municipalités puissent décaisser la monnaie locale. Voilà, alors le projet de loi, c'est ça, c'est aussi un observatoire il y a un deuxième article, un observatoire des monnaies locales, de l'impact que ça commence à avoir. Voilà. Alors moi j'ai une question pour vous justement, parce que je ne connais pas bien la graine, mais je connais mieux le SCO pour avoir pas mal discuté avec eux. Est-ce que dans le projet de la graine, quand un commerçant s'engage à recevoir des graines, est-ce qu'il a une obligation d'augmenter progressivement son taux d'approvisionnement autour de fournisseurs locaux? Parce que finalement, c'est ça l'objectif d'une monnaie locale, c'est de vitaliser l'économie locale et donc faire monter tout ce qui est acheté à l'économie locale par rapport à des productions qui viennent d'ailleurs. Oui, de fait. Donc on demande à chaque professionnel d'avoir un défi et on discute avec lui. Alors il y en a qui sont déjà tout local, ils ne peuvent pas faire plus, et bon. Mais il y en a qui disent, on leur indique les autres locaux qui sont dans le réseau, et il y en a déjà qui ont commencé, qui allaient au grossiste du bio qui s'appelle Biocash, voilà, et qui vont vers des maraîchers qui sont dans le réseau. Ça a déjà commencé, ça ne se fait pas de suite. Et de fait, ils sont obligés plus ou moins de le faire parce qu'ils reçoivent des graines. Et après, qu'est-ce qu'ils en font des graines pour les dépenser? Eh bien, ils sont obligés de se tourner vers les producteurs locaux. Mais ce n'est pas une obligation parce qu'il y a des magasins, ils ont des plateformes d'achat, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les professionnels, pour s'entendre avec un producteur pour l'approvisionnement, ce n'est pas comme ça si facile. Et donc, quand après ils ont trop de graines, ils les reconvertissent, mais on leur applique un taux de... Pourcentage. Voilà, un pourcentage. Ils perdent un pourcentage. Ils perdent 2%. Oui. Voilà. 2%. Donc là, c'est un peu incitatif. Quand ils reconvertissent en euros, ils perdent 2%. Voilà. On leur demande 2% de frais en plus. Voilà. Ok, merci. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai de la documentation dehors. Merci beaucoup et merci de venir témoigner de la graine dans cette vraiment. Je crois que c'est effectivement un projet tout à fait intéressant qu'il faut chercher à soutenir. Alors, est-ce que il y a d'autres questions, d'autres thématiques?
Michel, tu voulais réagir? Oui. J'ai une question, là, je me mets dans le public, à Agnès. Non, bon, parmi les... Pour avoir suivi un peu le travail du labo de l'ESS, je trouve que c'est quand même une des initiatives que j'ai trouvées les plus intéressantes. C'est pas simplement parce que je veux me rattraper par rapport aux élus. Hein. Non, mais bon, tu as parlé tout à l'heure de coût d'un chômeur moyen en France de 18 000 euros. Aujourd'hui, donc, un salarié, dire d'une entreprise à but d'emploi, il coûte combien du coup à l'État, hein, donc pour avoir quand même un minimum de comparaison. Deux, moi je suis très étonné qu'on soit obligé de passer par une loi pour permettre un certain nombre d'expérimentations, et que je trouve au niveau au niveau national, que du moins 50 c'est très peu, hein. Et donc troisième question, il y en a trois, c'est par conséquent tu disais qu'il y avait 120 projets, je crois, actuellement en cours. Donc il y en a 70 qui vont rester sur le carreau ou sur le quai de la gare. Est-ce que si on n'est pas reconnu projet expérimental, on peut néanmoins initier un projet de territoire zéro chômeur? Voilà. Ça fait beaucoup. Hein. Alors, sur le modèle économique et sur la manière aujourd'hui comment fonctionne l'entreprise à but d'emploi. Aujourd'hui, on estime donc 18 000 euros, c'est le coût du chômage de longue durée. Et donc, aujourd'hui, l'État donne ce qu'on appelle une aide au poste, la contribution à l'emploi, à hauteur de 17 000 euros par an et par ETP. Donc ça, c'est l'aide au poste qui permet donc de financer un SMIC, puisque un SMIC chargé, et comme il y a beaucoup d'exonérations de cotisations sociales, c'est plutôt 20 000 euros. Donc, donc il y a à peu près 3 000 euros qu'il faut aller chercher. Puis derrière, il y a aussi les coûts de structure de l'entreprise. Donc on estime qu'aujourd'hui, la production d'un emploi dans une entreprise à but d'emploi, c'est à peu près 26 000 euros par an et par personne, par ETP. Donc, on a 17 000 euros, donc ça, c'est fixe. Ensuite, derrière, eh bien, c'est une entreprise, donc elle génère, aujourd'hui, je vous disais, elle générait 2 produits, un de l'emploi, donc elle a la contribution à l'emploi, et deuxièmement, elle fait du chiffre d'affaires par rapport aux activités qu'elle développe. Elle développe des activités globalement dans 3 secteurs, services aux entreprises, services aux habitants et transition écologique. Globalement, comme c'est pas couvert par le marché, ça veut dire que c'est pas rentable. Donc on est sur un chiffre d'affaires qui est finalement très modeste pour les entreprises à but d'emploi, à peu près 4 000, 5 000, on espère 6 000 euros d'ici 2-3 ans par an et par personne en termes de chiffre d'affaires par an et par ETP. Donc vous voyez bien, il y a un delta, un reste à charge qui aujourd'hui est financé par l'État en disant voilà, c'est du fonds d'amorçage. Et un des débats qu'il y a aujourd'hui dans l'expérimentation et dans l'extension, c'est de dire bah, écoutez, ça ne coûte pas 17 000 euros ou 18 000 euros, mais ça coûte plutôt 22 000, 23 000 euros. Donc on a des batailles avec les services de l'État en leur disant, notamment le ministère du Travail, en leur disant bah, oui, ok, ça coûte un peu plus cher, mais regardez le coût sur le territoire. Et donc c'est là où intervient un enjeu extrêmement politique, c'est qu'on arrive à sortir d'une comptabilité simplement financière, mais qu'on mette en évidence aussi les coûts, le bénéfice social généré par les dynamiques de territoire et dégénéré par les activités développées. Si je prends aujourd'hui, donc chez Émergent par exemple, on fait de la collecte de biodéchets. Donc cette collecte de biodéchets, ça permet, donc c'est pas encore des activités qui sont économiquement pérennes. Et aujourd'hui, donc, on a besoin d'une aide au poste pour venir solvabiliser, rendre à l'équilibre économique cette activité. Après, si on fait le cycle du déchet, en fait, c'est très rentable d'un point de vue écologique parce qu'un biodéchet, c'est 60% d'eau qu'on va mettre dans les incinérations. Donc, vous imaginez bien, il faut de l'énergie. Donc, si on fait un cycle, c'est très rentable. Donc, c'est comment est-ce qu'on vient valoriser dans une comptabilité un peu triple qui prenne en compte, bien sûr, les enjeux financiers, mais aussi les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, les bénéfices sociaux. Et ça, par exemple, c'est pour ça que c'est très politique comme projet, c'est comment est-ce qu'on arrive à ressortir. Alors, juste sur ce point, parce que ça, c'est un point très
très important qu'on a beaucoup discuté. Donc derrière tout ça, il y a la question de la mesure d'impact sur le territoire, de toutes ces dynamiques collectives de transition. Et on a pas mal travaillé là-dessus, tu te rappelles, en disant que finalement, nous, on ne voulait pas appeler ça de l'impact, on voulait appeler ça de la création de valeur ajoutée sociétale sur un territoire. Et comment on évalue cette création de valeur ajoutée sociétale. Et ça, finalement, ça repose la question de la valeur. Et je crois que dans ce contexte de crise écologique, de pandémie, de crise sociale, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à cette question de la valeur et de la prise en compte de toute la valeur ajoutée, de la chaîne de valeur ajoutée sociétale qu'on crée sur un territoire, justement en ayant plus sur un territoire comme le vôtre de personnes privées d'emploi, avec toute la chaîne finalement d'effets indirects qui se créent non seulement pour les personnes elles-mêmes, mais sur l'ensemble de la dynamique créée sur le territoire. Mais c'est des analyses économiques qui sont extrêmement complexes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous dites ça, la valeur ajoutée, en fait, ça ne rentre pas dans un bilan financier. Et donc, dans le résultat d'exploitation, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, aujourd'hui, on est un peu... on a une dimension très militante qui dit, bah voilà, on a de la valeur ajoutée sociétale et c'est très intéressant et donc on est tous convaincus. Et puis, de l'autre côté, en fait, on a même la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, qui nous parle, bah voilà, compte de résultats. Voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des bilans carbone qu'on vient après monétiser. Alors, mais après, on perd une partie de la valeur ajoutée sociétale. La question du lien social, par exemple, on fait de l'accompagnement à la marge des seniors qui sont pas en perte d'autonomie, mais qui commencent à être un peu fragiles. Ben ça, par exemple, il n'y a pas de modèle économique, sauf que toute la littérature scientifique internationale sur la perte d'autonomie met en évidence l'enjeu majeur de la question de la marge vers entre 70 et 75 ans. Si on arrête de marcher à ce moment-là, c'est une perte d'autonomie bien plus rapide et bien sûr des coûts de la dépendance, on sait très bien monétiser. Donc c'est comment est-ce que cette marche-là, entre 70 et 75 ans, on arrive à la monétiser et à la rendre et à la faire financer aussi, parce que derrière, il y a des coûts de financement, parce qu'un poste, quand même, ça coûte, c'est de l'emploi. Donc c'est ça qu'on est en train de travailler. Après, sur les 120 territoires et les 120 projets, et il y en a 50, c'est vrai qu'on espérait qu'il y ait un peu plus que le gouvernement suive sur plus de projets de territoires. Si on n'est pas retenu, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, ce qu'on a vu dans la première série d'expérimentation, donc on était 10 territoires à être retenus, il y en avait 30 qui étaient rentrés dans une dynamique de territoire. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à survivre à le fait qu'ils n'aient pas été éligibles. Ça a été très difficile, mais on a vu que ça avait remis en mouvement un certain nombre de personnes, et notamment il y a beaucoup de personnes privées d'emploi qui ont retrouvé un emploi rien que en étant dans un processus collectif de construction d'un projet collectif, parce qu'on reprend confiance en soi, parce qu'on se dit qu'on a d'autres compétences que celles qu'on avait écrites sur son CV, et que finalement ça redonne une confiance. Ça a aussi redonné une confiance au territoire, parce qu'ils se sont aperçus que ça avait fait rencontrer des chefs d'entreprise et des associations qui s'étaient jamais parlé. Ils avaient vu que des élus étaient quand même pas si bêtes que ça, et que finalement ça avait redonné aussi de la confiance sur le territoire. Et il y a un certain nombre de projets qui ont basculé plutôt vers des modèles d'entreprise d'insertion un peu classiques. Et aujourd'hui, le gouvernement a quand même augmenter les financements sur les entreprises d'insertion. Donc c'est aussi ça qu'il faut se dire, que c'est des dynamiques de territoire qui valent le coup d'être menées, même si on n'est pas retenu dans l'expérimentation. Et il y a une autre question, pourquoi il faut une loi pour ça ? Pourquoi il faut une loi pour ça ? La réponse, c'est que c'est donc l'État qui verse les fameux 17 000 € par poste dans le BE, et donc pour ça, il faut qu'il y ait une autorisation législative, parce que c'était pas le dispositif actuel, ça passe pas par Pôle emploi tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut un cadre législatif et réglementaire spécifique. Et puis les porteurs de projets voulaient que ce soit un projet qui soit politique et que c'était un vrai choix de société. Ça c'est vrai. S'il n'y avait pas eu le débat, c'était une proposition de loi qui a été portée par ATD Carmonde et par Laurent Grand-Guillaume, mais effectivement, ça a permis de donner une visibilité beaucoup plus forte à tout ça, et c'est ça qui a permis finalement de tirer, parce que c'était des projets qui existaient déjà depuis un moment, mais de les faire vivre et aboutir en fait par cette phase d'expérimentation. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Non ?
Bon, mais écoutez, si vous êtes intéressé par ce travail, je vous invite à regarder ça. Et alors, sur chacun, oui, j'avais mis aussi une slide avec l'adresse Internet. Sur chacune des dynamiques collectives qu'on a visitées, on a écrit des monographies. Donc là, c'est plus 80 pages, mais c'est 5-6 pages assez journalistiques où on a raconté ce qu'on y a vu. Bon, dans les 80 pages, vous verrez quand même qu'à chaque fois, il y a des exemples qui sont rédigés en orange parce qu'on a tout le temps cherché à faire le pendant entre l'enseignement et l'exemple concret, donc c'est pas trop rabarbatif à lire. Mais sinon, vous trouverez bien sûr, peut-être que ça intéresse Graine de lire la monographie sur Yoshko, et puis vous aurez les monographies sur les tiers-lieux qu'on a visités, et puis sur évidemment Territoire zéro chômeur longue durée. Merci beaucoup à tous de votre participation. Merci à Monique Tessier et à toute l'équipe du Festival de Thau d'avoir organisé cette table ronde. Merci Agnès et Michel d'avoir été là. Et puis pour ce qui nous concerne, acteurs du bassin de Thau, invitation à ce qu'on puisse poursuivre des travaux ensemble dans d'autres circonstances, et notamment autour du festival ou autour de la Palanquée. Merci beaucoup à tous.